Paul, peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est Base Impact. Si on dit que Base Impact tente de mettre la technologie au service du citoyen, bon, c'est une formule, mais un peu plus précisément, à quoi sert Base Impact et pourquoi tu as créé Base Impact? Alors, c'est exactement ça, notre mission à Base Impact. Donc, on est structuré en tant qu'ONG, c'est-à-dire qu'on est une organisation à but non lucratif. C'est de trouver des utilisations positives de la technologie et de les mettre en œuvre. Et ensuite, on va faire des partenariats avec des ONG, avec des gouvernements pour les déployer à grande échelle. Donc, par exemple, on va travailler sur des sujets qui sont assez variés, qui vont par exemple de comment est-ce qu'on optimise le trajet des ambulances à San Francisco en utilisant des méthodes prédictives, à aider à faire du contact tracing de manière alternative et de manière citoyenne. Et par exemple, on a créé un système qui aujourd'hui fait remonter à peu près un tiers de tous les cas contacts en France tous les jours. Et donc tout ça, c'est open source, c'est gratuit. Et donc pour nous, c'est un peu un exemple de ce que nous on appelle des services publics citoyens. C'est-à-dire que en tant que citoyen, on s'est dit la technologie pour nous c'est une arme qui nous permet d'agir. Et grâce à ça, on peut avoir de l'impact sur la société autour de nous. Donc voilà, ça c'était quelques exemples. On a aussi beaucoup travaillé sur l'emploi avec une plateforme qui s'appelle Bob, qui est une technologie d'intelligence artificielle pour accompagner les chercheurs d'emploi, donc qui donne une forme de coaching un peu automatique. Et en fait, en termes de motivation, donc tout ça, en fait, pour la petite histoire, j'étais à l'époque data scientist dans la Silicon Valley, au cœur de ça. Je trouvais ça génial et il y avait c'était à l'époque, avant qu'on parle de Tech for Good, avant aussi qu'on parle des effets négatifs de la tech, où il y avait encore un peu cette effervescence un peu naïve, où tout fondateur de startup que vous croisiez dans la rue allait vous regarder sans ironie et vous dire oui, effectivement, le but de ma startup qui optimise les pubs en ligne, c'est d'aller changer le monde. Et de dire tout ça, alors non seulement alors que l'objectif en soi est absolument mercantile, en plus en ignorance totale de tous les effets secondaires pervers qui ont été bien établis par les panélistes avant moi, donc avant qu'il y ait cette conscience-là, et puis surtout avec le contre-exemple frappant du fait que San Francisco, c'est une ville où il y a énormément de richesses, mais aussi énormément d'inégalités, et où de l'autre côté de la rue, il y avait non pas des emplois, mais un des nombres les plus importants de sans-abri aux États-Unis. Et donc voilà, il y avait vraiment un peu ce faux discours en fait de la technologie au service de changer le monde, mais qui n'était pas forcément le monde qu'on voulait. Et donc il y a eu chez moi et chez quelques amis avec qui on a créé Base Impact, cette volonté d'aller donc créer non pas une startup pour faire la prochaine licorne, mais une ONG avec le but intentionnel d'aller créer de l'impact avec la technologie. Paul, les initiatives de démocratie participative, on en a vu une avec Make.org. On aborde la question finalement du même modèle, mais avec une structure différente, puisque Base Impact est une ONG. Ces initiatives restent quand même assez expérimentales et embryonnaires dans le monde. Comment est-ce qu'on peut faire passer à l'échelle ces projets qui, sur le papier ou même dans leurs premières expérimentations, ont l'air géniaux, mais qui, dans les faits, restent quand même assez peu impactants à l'échelle du problème, qui est un problème mondial, je le rappelle, et qui touche aujourd'hui des milliards d'individus, puisque 3,8 milliards d'individus sur les réseaux sociaux, près de 4 milliards sur Internet. Bien sûr, et tu l'as dit, tu as entièrement raison. Ce qu'il faut, c'est que ceci soit beaucoup plus la norme demain que l'exception. Je me retrouve pas mal dans ce que dit Alicia, avec un axe un peu différent, même si c'est pas la même structure juridique, ça à la limite on s'en fiche. Mais en tout cas, il y a cette mission de rendre la société plus participative. Et donc ça passe à la fois par une démocratie plus participative, donc des consultations pour co-construire les politiques publiques, comme le dit Alicia. Nous, on a le versant, je dirais plus service public, c'est-à-dire dans la livraison de services, c'est-à-dire le côté un peu plus opérationnel où nous, on veut créer les services qu'on veut voir exister. Donc, en fait, c'est une façon un peu participative aussi de dire, voilà, si on n'est pas content ou si on pense qu'il y a des insuffisances, par exemple, dans la manière de traiter tel ou tel sujet de politique publique, par exemple, on pense qu'il faut prendre un peu les devants sur, je sais pas, sur la stratégie vaccinale, sur le fait de remonter les cas contacts, sur
sur la façon d'accompagner les chercheurs d'emploi. Voilà. En tout cas, s'il y a des choses, on se dit, tiens, il y a des choses à faire, cette société participative, en fait, ça veut tout simplement dire qu'on a la possibilité d'agir, donc pas simplement de râler, d'aller infliger en tout cas la sanction des urnes dans quelques années, mais de dire, bon voilà, il y a une solution qu'on peut aller contribuer à créer. Et ça, en tout cas, il y a des outils qui existent. Donc ça reste encore assez marginal. Nous, à l'échelle de notre organisation, hein, qui reste modeste, comme tu l'as dit, à l'échelle des enjeux. Donc, on est content d'avoir pu, par exemple, accompagner 250 000 chercheurs d'emploi en France. Et comme je le disais aussi, on fait un tiers des cas contacts en France qui passent par un système qui s'appelle Briser la chaîne et qu'on a créé en fait en un mois avec 3 personnes. Donc, l'effet de levier est énorme. Donc, en effet relatif, on pense qu'on peut avoir un impact démesuré grâce à la technologie. Par contre, en effet absolu, effectivement, ça reste petit. Et donc, pour massifier ça, en fait, il faut que nous ne soyons pas les seuls à pouvoir faire ce genre de choses. Et en fait, plutôt en fait d'agir un peu comme éclaireur. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un peu un modèle qui est un peu à l'inverse des grandes plateformes, c'est-à-dire que les GAFA en fait fonctionnent sur ce modèle de réseau où c'est le winner take all, c'est-à-dire plus on est gros, plus on impacte le monde, et puis on arrive à ces méga corporations comme Google ou Amazon qui du coup détiennent le pouvoir à l'échelle mondiale. Et je pense que dans le milieu de l'impact social, la technologie peut avoir un effet positif, mais il faut avoir cette approche beaucoup plus en réseau et beaucoup plus de multitude. Peut-être que l'État pourrait en bénéficier, créer une filière, faire en sorte que ces initiatives deviennent pas simplement des inspirations, mais vraiment des projets à l'intérieur des projets publics. Le problème, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Autrement dit, si le citoyen s'empare du service public, est-ce que c'est pas un aveu d'échec pour l'État? Particulièrement en France, hein, où l'État-providence, comme tu le sais, est un concept extrêmement fort. Alors, très bonne question. Ouais, très bonne question. En fait, c'est un paradoxe qui est. En fait, c'est un paradoxe seulement parce qu'on veut que ce soit un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a cette culture en France en particulier de l'échec, où. Dans le phrasé même de la question, c'est-à-dire si on a besoin d'aide, alors c'est un aveu d'échec, et l'échec, c'est forcément mal. Donc, il n'y a pas forcément cette notion de vulnérabilité où on a une société qui est plus forte ensemble. Et je pense qu'en fait, on le voit aujourd'hui dans la crise. En fait, c'est pas un aveu de faiblesse que de dire qu'on est démunis face à la crise. Et d'ailleurs, parmi les pays qui ont le mieux réussi, alors évidemment, ça n'a pas le même contexte ou l'échelle que la France, mais si on prend par exemple la Nouvelle-Zélande, il y a eu un leadership qui s'est basé pas mal sur une forme de vulnérabilité aussi, en disant voilà, on fait ce qu'on peut. Enfin, je m'écarte un peu de la technologie pour parler de culture parce que, à mon sens, c'est important. En fait, on peut tout à fait entendre que dans des sociétés aussi mouvantes que les nôtres et en proie à des crises, on a besoin de toutes les forces vives pour avoir une société résiliente et que ce n'est pas forcément un aveu d'échec. Donc ça, pour moi, c'est la première partie de la question. Et puis par rapport en fait à ce que ta seconde partie de ta question, et par rapport à la première, effectivement, ce qu'il faut en fait, c'est créer une filière. Nous, on ne se positionne pas forcément en révolutionnaire. Enfin, il y a un côté un peu révolutionnaire en disant, voilà, en tant que citoyen, on veut changer radicalement la façon de créer le service public. Et puis, c'est vraiment une notion de commun, quoi, à qui ça appartient à tous. Donc, il y a une forme d'idéologie, en tout cas, du libre là-dedans. Mais dans ce qu'on fait, il y a quand même... en tout cas, ce qui est très fort dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a une notion assez forte qui est de coopération avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, en fait, quelque part, on dérisque des choses. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y avait ce sujet de contact tracing, tout le monde était démuni par rapport à ça, on s'est dit, bon, il y a des initiatives comme Stop Covid du gouvernement pour aller y apporter une solution. Bon, on en pense ce qu'on en veut, en tout cas, ils y travaillent. Nous, on va prendre une approche un peu différente. On va dire, voilà, ce qui manque, c'est le nombre de contact tracers humains, donc les brigades sanitaires qui vont appeler les gens. L'entretien téléphonique dure très longtemps. C'est compliqué à faire. Et si on digitalisait simplement ce questionnaire et qu'on le mettait à disposition et qu'on permettait aux gens, voilà, donc sans aucun partage de données personnelles, simplement de leur fournir une application qui permette de faire en tout cas, quelque part leur propre questionnaire. J'avais une question peut-être de Guy Philippe qui m'interpelle là sur le club. Guy Philippe, tu avais une question pour Paul. Guy Philippe, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là. Merci Michel. Bonjour Paul. Oui, une question pour toi. On a bien vu, alors je rebondis sur le DSA, donc le Digital Service Act, Mhm. qui vient d'être proposé par la Commission, qui va être un enjeu de conversation au Parlement et ailleurs, et j'espère pour les opinions publiques, cette année 2021. Tristan avait justement souligné l'importance des questions de transparence qui sont d'ailleurs dans le DSA. Alors, c'est un pitch de business pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas en fait une activité pour toi, pour des gens comme toi, pour justement essayer d'identifier si ces algorithmes sont enfin rendus totalement transparents, quels peuvent être les effets sociaux, voir si parfois ça peut donner lieu aux éléments de convergence d'opinion tels qu'on le voit dans le bon réseau social de Alicia, et si parfois au contraire ça peut donner lieu à de mauvais effets tels que ceux qu'on voit d'augmentation de la pression et de l'opposition partisane. Est-ce qu'il n'y a pas en fait là une vraie activité de recherche algorithmique pour se dire, OK, quels sont les bons algorithmes, quels sont les mauvais algorithmes, entre guillemets, par rapport aux objectifs sociaux, aux impacts sociaux que cela pourrait avoir, peut-être même d'ailleurs être la base d'une future réglementation, puisqu'on parle ici du futur de la démocratie, donc forcément du futur de la déréglementation, et donc de réfléchir à une nouvelle façon de penser l'algorithmique. Bien sûr. Alors, deux choses. La première, c'est que en fait, on parle en termes assez techniques. On dit voilà, c'est une prévention contre les biais algorithmiques. Puis ensuite, on va parler d'explicabilité des algorithmes. On va parler d'un certain nombre de choses en des termes techniques. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a on a des analogies qui sont possibles avec des ONG qui jouent un rôle très fort sur d'autres types de biais sociétaux. Par exemple, je pense au racisme avec donc les grandes ONG comme SOS Racisme qui faisaient du testing auprès des employeurs, voilà, donc avec des CV identiques, mais l'un avec une consonance étrangère et pas l'autre. Et en fait, cette analogie peut très bien s'appliquer également aux algorithmes. C'est-à-dire on peut très bien imaginer, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. En fait, il faut qu'il y ait des instances qui soient non lucratives et qui soient indépendantes, qui permettent de faire aussi ce type de testing, donc de dire, bon voilà, est-ce que sur la base de ce jeu de données test, par exemple, on peut faire toute une batterie en fait, toute une batterie d'indicateurs, mais est-ce que tel algorithme biaise vers le fait de créer des bulles de filtre? Est-ce que tel algorithme biaise vers le fait d'aller davantage nous radicaliser? Ou alors, est-ce que, par exemple, tel algorithme va avoir tendance à proposer des emplois d'ingénieurs plutôt à des hommes et moins à des femmes? Donc, tout ça, ce sont effectivement des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire. Ensuite, pour moi, la deuxième chose, c'est que alors, il y a un certain nombre de choses qui passent par la réglementation. Pour moi, il y a aussi beaucoup de choses qui passent aussi par le fait de créer des incitations positives pour qu'il y ait d'autres modèles. Parce que là, on parle beaucoup en fait de modérer les effets négatifs des modèles économiques de la tech. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas que des biais accidentels. Et ce n'est pas non plus des biais intentionnels. Et en fait, la réalité, elle est un peu entre les deux. La réalité, c'est que, par exemple, des modèles économiques qui sont basés sur le clic, enfin sur l'affichage publicitaire, comme par exemple pour des grands réseaux sociaux comme Facebook, sont mécaniquement des modèles économiques qui bénéficient d'un plus fort engagement. C'est-à-dire que les gens qui vont aller cliquer davantage sur les posts, qui vont y répondre, qui vont être un peu accros à ça, les études le montrent, on a d'autant plus d'engagement sur ces contenus qu'en fait, ils ont un côté un peu polémique. Et donc, en fait, ces effets secondaires qui sont néfastes à la démocratie sont en fait des effets secondaires qui sont tout à fait prévisibles et qui sont presque incités en fait par le modèle économique. Donc, on peut réguler tant qu'on veut les effets de bord de ces modèles économiques, mais tant qu'on ne propose pas des modèles économiques alternatifs, en fait, on n'aura pas résolu le cœur du problème. Paul, on arrive à la conclusion de cette rencontre et on a bien vu qu'on est à la croisée des chemins. Le numérique est à la fois potentiellement un accélérateur, on vient d'en parler avec toi, avec Alicia, et ça peut être évidemment un frein à la démocratie. Soyons réalistes, aujourd'hui, les effets de masse sont plutôt négatifs. Est-ce que ta vision, ainsi que celle d'Alicia, d'une démocratie participative numérique ne risque pas d'être qu'une utopie? C'est une utopie, je pense qu'elle est possible. Enfin, en tout cas, il faut l'avoir. On en voit des effets positifs. C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as prononcé le mot de filière. Je commençais à dire, je pense vraiment qu'il y a une collaboration vertueuse
où la puissance publique peut passer à l'échelle ces initiatives qui aujourd'hui sont marginales. Donc c'est vraiment ça qui manque, hein, c'est ce côté un peu, on teste quelque chose, on le dérisque en tant que citoyen, mais derrière, il faut qu'il y ait la machine pour le faire. Et pour ça, il faut absolument qu'on sorte de cette logique un peu antagonisante où soit effectivement l'État répond à tout, soit c'est un aveu d'échec. C'est un peu utopique parce qu'on en est assez loin, mais je suis convaincu que c'est possible, à la fois parce qu'on commence à en avoir des exemples, et puis on a beaucoup de très bons autour de cette table ronde, mais aussi parce que en fait, un changement de paradigme aussi fort, pour moi, en général, se fait souvent sur une forme de révolution, sur une forme de crise. Donc, espérons qu'on puisse, donc si c'est un peu un effet positif de toutes les catastrophes qui nous sont arrivées cette année, mais en tout cas que la crise puisse être un accélérateur de ces révolutions.